Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie, une émission qui est centrée sur l'être humain. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Et à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités inspirants, résilients, et rayonnants qui ont leur histoire de vie à nous raconter. Et ce sont aussi des auteurs et des autrices ou des autrices et aussi des personnalités publiques. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège, le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir Denis Martin Chabot. Bonjour, Denis Martin Chabot. Bonjour Alex, Bonjour, ça va? Comment ça va vas-tu? très bien? Oui, ça va très Parfait. bien. On peut se Oui. tutoyer, hein, Ben oui, on avec se connaît de l'entrevue. longue date, oui. Ouais, c'est ça, on se connaît depuis plusieurs années. Donc, j'ai aussi tes 5 livres que j'avais achetés dans le passé. C'est sûr que tu as écrit beaucoup de livres. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, tu es écrivain, auteur, tu as écrit, d'après ce que j'ai lu, 5 biographies et 10 romans, ou est-ce que c'est ça? Oui, attends un petit peu, faut toujours que je le compte dans ma tête parce que Oui, des fois je me dis ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai écrit 5 biographies, oui, romans, c'est 4, 6, 7. T'as raison, c'est 10 romans. Puis là-dessus, il y a aussi 5 collectifs que j'ai dirigés. oui, c'est collectif. Oui, c'est ça, exactement. Ça, je me rappelle. Donc, voilà, tu es aussi, en fin de compte, acteur, comédien, dramaturge, poète, et aussi, tu es présentement depuis presque un an, je pense, même plus qu'un an. Ça fait Bientôt presque, 2 ans, oui. presque, c'est ça, c'est ça. 2 ans, tu es animateur de radio à Canal M, la radio Vue et Voix. Tu as ton émission de radio L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Donc, voilà. Est-ce que j'en oublie? Ben, en fait, ce qui m'a amené à tout cela, c'est que j'ai été Oui, journaliste à Radio-Canada oui, c'est pendant vrai. presque 33 ans. Oui, C'est ce qui m'a amené à continuer ma carrière d'animation à la radio. Puis on en reparlera plus tard. J'ai d'autres projets qui s'en viennent à l'automne aussi. oui, oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, tu étais animateur de radio tu étais animateur journaliste en J'étais fin de compte. C'est journaliste, ça. oui. C'est ça. Tu étais journaliste à Radio-Canada plus que 32 ans, presque 33 ans. Ça, je me rappelle. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, Ça, ça, félicitations pour ça me rajeunit pas, par contre, mais c'est bon. Mais félicitations pour tout ce beau parcours, en fin de compte. Ben, merci. C'est vraiment génial. Puis, donc, on va commencer par ton livre, mais avant, comment ça a été le fait d'avoir été journaliste? Est-ce que c'était un rêve d'enfance ou d'adolescent? Comment tu voulais... Est-ce que c'est ça ce que tu voulais faire dans ta vie? Ben, je À voulais part être. auteur? Oui, Je, vas-y. je voulais être comédien quand j'étais jeune. Je voulais faire du cinéma, du théâtre. Et puis, excuse-moi. Et puis, ben, écoute, je sais pas, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Puis je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Mon père me voyait médecin, avocat, architecte, toutes les grandes professions qui payent beaucoup. Ça ne m'attirait pas trop, trop. Et je me suis rendu compte que j'avais de l'intérêt pour le journalisme parce que dès le secondaire, puis même rendu au cégep, j'étais impliqué dans le journal étudiant, je m'impliquais dans la radio étudiante. Excuse-moi, la fois qu'on s'habitue, j'ai un chien à la maison, puis ça lui arrive parfois de japper. C'est correct. Alors, ouais. Alors, c'est ça. Donc, j'ai découvert que j'aimais le journalisme, et c'était pour moi une façon de continuer à faire peut-être un travail public. Parce que tu sais que d'être acteur, c'est un geste politique aussi, c'est un geste d'information. Alors, je me trouvais bien là-dedans et je suis allé étudier donc en journalisme à l'Université Carleton et puis là, je me suis retrouvé à Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Puis comment t'as trouvé ça d'avoir été journaliste? Ben, comment je pourrais dire, j'ai trouvé que c'était plus difficile de travailler que d'étudier. C'est Oui, pas facile parce que tu sais, on gère des faits, il faut vérifier. oui, On a toujours le public qui est derrière notre épaule et puis qui nous fait tu sais, qui vérifie ce qu'on travaille, puis qui peut nous remettre en question. C'est pire maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux.
Et puis, tu sais, c'est important, c'est capital, hein. On attribue cette citation-là à René Lévesque, mais je pense qu'elle vient de plus d'un jugement au pays, au Royaume-Uni. Il n'y a pas de démocratie sans information. Oui. Alors, tu sais, c'est un rôle important, puis je sais que c'est pas mal galvaudé de nos jours avec tout ce qui se passe, mais il y a encore une place importante pour le journalisme, pour le vrai bon journalisme avec des bonnes sources fiables, puis vérifiées. Ouais, c'est ça. Donc, ce que tu es en train de dire, en fin de compte, Denis Martin Chabot, c'est que tu es en train de dire qu'avec les réseaux sociaux, il y a les fake news puis tout ça, donc c'est difficile aussi par rapport aux faits. C'est ça ce que tu veux dire? Oui, ben en fait, tout ça vient des États-Unis, hein, quand ils ont décidé que on n'imposait plus de règles de base dans les radios, les télévisions, de s'assurer d'avoir un contenu équilibré et vérifié. Ça a donné naissance à des chaînes comme Fox News, etc., qui, ben, elles, n'étaient pas dans les faits, mais dans la propagande d'une certaine idéologie. Mm. C'est ce qui a créé Donald Trump et ce qui fait que même ici au Canada, ça déborde. L'arrivée des réseaux sociaux a amplifié ce phénomène-là. Parce que c'est ce que je Oui, te disais, ça date de ce qui est arrivé aux États-Unis, ça date de Ronald Reagan. Mais quand les réseaux sociaux sont arrivés, ça a amplifié. Et les gens, moi j'entends ça souvent, j'ai ma vérité. Je dis, c'est parce qu'il n'y a pas ta vérité, puis ma vérité, il y a une vérité. oui, Et les faits sont les faits. Et dans ce que ça a donné, les réseaux sociaux et le fait que le journalisme se fait maintenant d'une façon un peu aléatoire aux États-Unis, où les points de vue sont aussi importants que les faits, ben, ce que ça fait, c'est qu'on a donné autant d'importance aux mensonges de Donald Trump, il faut se le dire, parce qu'il ment continuellement, que ce que pouvait dire peut-être Hillary Clinton, qui était probablement plus basé dans les faits. Je ne te dis pas qu'elle a toujours dit la vérité, c'est pas vrai, là. Mais, et on a donc donné un droit de citer aux faits alternatifs, hein, c'est ce qu'utilisaient les porte-paroles de Donald Trump pour parler de leurs mensonges. Et ça a donné donc un droit de citer. Puis il y a des gens maintenant qui croient dur comme fer à des choses qui n'ont aucune preuve, il n'y a rien derrière ça, mais on y croit. Alors, moi, je t'avoue que je trouve ça inquiétant. Et quand j'ai quitté le journalisme, c'était un peu ça aussi. Tu sais, je me disais, je suis en compétition avec X, Twitter, mais qui était dans le temps où les gens n'ont aucune obligation de vérifier leurs faits, puis ils disent n'importe quoi, puis c'est cru comme si c'était vrai. oui, je comprends. Mais là, on va voir en novembre 2024, là, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que les gens, je sais pas si les Américains vont voter pour Donald Trump, mais il veut se représenter à nouveau, là. Mais Mhm. ouais, dans le temps, c'était avec Hillary Clinton, puis c'est lui qui avait emporté. Ça, je me rappelle, là. En tout cas, Ouais. en tout cas, on verra la suite en novembre En 2024. On va, passant, oui, ouais, il n'avait pas gagné le vote populaire, hein. Il avait gagné le nombre oui, le de- vote. Ouais, 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 c'est le ça. vote des grands électeurs. Ouais. Oui, le vote des grands électeurs. Il est quelqu'un qui est très controversé en fin de compte. Là, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur lui en fin de compte. Là. En tout cas, donc en allant, on va aller avec l'élan du journalisme et du Oui, journaliste en toi. Donc oui. moi, j'ai deux de tes livres que j'avais achetés. J'ai acheté en fin de compte cinq de tes livres. Là, je les ai beaucoup aimés. Et je Tous tes t'en livres. remercie en passant. Oui. Ouais, je les recommande fortement. Donc, on va commencer, en fin de compte, étant donné qu'on parle de journalisme et du journaliste en toi. Donc, on va commencer avec le livre qui a été édité aux éditions La Semaine, Dave Courage, survivre à l'attentat du Métropolis. Oui. En fin de compte, ce livre-là, Oui. voilà. Oui. Donc, ce livre-là, en fin de compte, tu l'avais écrit parce qu'il y avait un attentat qui a été fait contre Pauline Marois, qui, quand elle a été élue minoritaire, gouvernement minoritaire, puis il a été gouvernement minoritaire environ pendant 2 ans, c'était au Métropolis. Puis, en fin de compte, la balle, en fin de compte, a atteint deux techniciens, puis un des deux techniciens, c'était Dave Courage. Et en fin Oui. de compte, tu l'avais rencontré, tu as recueilli les faits, tu l'as interviewé plusieurs fois. Donc, le livre, en fin de compte, à la page 11, ça commence. J'ai rencontré Dave Courage pour la première fois une dizaine de jours après l'attentat du 4 septembre 2012 au Métropolis. Nous nous sommes revus des dizaines de fois depuis, ce qui a permis la rédaction de ce livre. Oui. Donc, donc lui, il a été atteint par la balle.
Il a eu, en fin de compte, il avait des douleurs, en fin de compte, je pense, chroniques. Il y avait du Oui, stress post-traumatique aussi, d'après ce que je me rappelle quand j'ai lu le livre. Il avait aussi, à l'époque, là, il a 4 enfants. Là, il y avait il y avait sa conjointe aussi, des enfants. Puis, en fin de compte, euh, aujourd'hui, est-ce que tu es en contact avec lui? Est-ce que as-tu gardé contact? Est-ce qu'il s'en est rétabli ou c'est encore là? Euh, C'est quel? ouais, il a encore des Oui, séquelles plutôt psychologiques. oui, Il faut dire que la balle, ce qui était difficile pour lui, c'est que la balle avait atteint, avait passé au travers de l'autre technicien oui, qui, j'essaie de me rappeler du nom, c'est fou, j'ai un petit trou de mémoire, là, mais qui essayait donc, euh, qui a donc traversé l'autre technicien qui l'a tué. oui. Et lui a reçu la balle, elle est allée se loger dans sa C'est ça. hanche. Excuse-moi, Denis Martin, c'est Denis Blanchette. Denis Blanchette, oui, je C'est cherchais le ça, nom. c'est Je ça. savais que c'était C'est Denis, mais correct, je me c'est rappelle. correct, c'est Ouais. correct. Il faut dire, ah, ben, j'ai un certain âge, des fois j'oublie certaines choses. Mais tout Pas de ça pour souci. dire que cette balle-là, donc, ça revêtait quelque chose de spécial pour lui. Ils étaient dehors, en train de faire leur pause, et la balle a tué Blanchette, et lui a reçu la balle. Il y a comme une partie de Blanchette qui est allée en lui. Tu sais, il s'est senti euh, comme pris par ça, puis aussi le fait que lui a survécu et l'autre non. Hmm, Euh, et il faut dire qu'il a été oublié un peu là-dedans. Parce que, oui, on a beaucoup parlé de Denis Blanchette, il est mort, il y avait des enfants, on a amassé beaucoup d'argent pour lui, mais il y a très peu qui a été fait dans la population vis-à-vis d'Yves Courage. Et là, je vais dire des choses qui vont peut-être choquer des gens, mais Dave Courage, il est une personne racisée, Denis Blanchette, non. Et je pense que ça laisse entendre certaines choses, en tout cas, quand je ne le dirai pas, mais ça laisse entendre certaines choses. Le gouvernement n'a pas non plus été très impliqué jusqu'à temps que la mère de Dave Courage, qui est morte maintenant, elle est morte de la COVID d'ailleurs, Yvonne ah Courage, oui, oui, elle est morte il y a quelques années, ok. elle est venue de la Floride où elle vivait et a commencé à ruer dans les brancards un peu et puis ça a forcé une certaine implication. Mais Dave a dû poursuivre le gouvernement, a dû faire plein de choses pour obtenir une compensation parce que lui, sa vie, elle est changée. Il a des douleurs continuelles, des douleurs, ce qu'on appelle chroniques, Oui. dans le dos. Euh, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Oh my God. Et quelque part, tu sais, on l'a comme oublié. Alors, moi, j'ai publié ça 5 ans après Oui, l'attentat. Et puis, donc, j'ai réutilisé beaucoup du matériel que j'avais fait, que j'avais réussi à avoir parce que je travaillais à Radio-Canada. J'ai été le premier journaliste qui a eu une entrevue avec lui. oui. Et donc, j'ai travaillé, j'ai interviewé Mme Marois, plein de gens. Je suis allé en Floride rencontrer la famille. Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est que Dave, c'est pas quelqu'un qui a une histoire facile, il n'a pas une vie Hmm, facile. C'était une graine de délinquante quand il était jeune. Il a fait du trafic de drogue. C'est pour ça qu'il ne peut plus venir vivre aux États-Unis. C'était la condition pour ne pas aller en prison. Mais cela dit, ça n'enlève pas le fait qu'il a été une victime d'un crime qui a été perpétré et qu'il a comme été oublié un peu là-dedans. Je, sais, je souligne quand même et je salue les efforts de Mme Marois et de certaines personnes au gouvernement, mais au-delà de ça, Dave a été un peu oublié là, par tout ce qui lui est arrivé. oui. C'est ça, il était en fin de compte, comme on appelle en anglais, collateral damage, ça veut dire un C'est ça. dommage collatéral, malheureusement. Puis en fin de compte, le Oui. stress post-traumatique, là, ça, c'est certain que ça peut rester avec la personne, puis ça peut rester avec la personne. En fin de compte, c'est ta vie. Puis toi, Oui. tu en parles du stress post-traumatique à la page, en fin de compte, à la page 124 et à la page 125. Donc, tu Oui. écris, en fin de compte, parce que c'est sûr que moi, c'est le psychopédagogue en moins, Tout à fait. l'enseignant en psychologie que j'avais Tout à enseigné fait. dans 4CG pendant 20 ans. Donc, j'avais pris aussi des formations sur le DSM-5, qui est le nouveau manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, version française qui a été publiée en 2013, puis la version anglaise qui a été publiée en 2013, puis la version française en 2015. Et là, tu écris, en fin de compte, tu as écrit à la page 124
selon les critères diagnostiques du DSM-5, le nouveau manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le stress post-traumatique comporte quatre types de symptômes. La reviviscence, c'est-à-dire la réapparition d'états de conscience déjà éprouvés, ça veut dire on revoit l'événement, Mhm. l'évitement de la situation ou de l'événement, les cognitions, ça veut dire les façons de penser et l'humeur négative, et l'hyperréactivité. C'est ça. Parce que pour Ouais. le syndrome de stress post-traumatique, on n'est pas obligé d'avoir les cauchemars pour que ça soit du syndrome post-traumatique. C'est ça ce qu'ils ont fait, c'est ça ce qu'ils ont écrit dans le DSM 5. Puis tu écris aussi, en fin de compte, la spécialiste docteur en psychologie Caroline Needham, qui traite plusieurs cas de TSPT, ça veut dire le trouble de Le- syndrome de stress post-traumatique là, dans son ouais. pratique privée. Oui, Caroline, Ouais, oui, Caroline, elle pratique ici à Montréal. oui, C'est quand même une sommité dans ce domaine-là à l'université, je pense McGill. Alors, ouais, je la connaissais, je lui ai demandé, peux-tu m'expliquer des choses? Parce que, tu sais, ouais, quand on écrit un livre comme ça, ouais, il faut aussi s'assurer qu'on dise les vraies choses, qu'on a ouais, des faits là-dedans. ouais. Alors, j'ai consulté Caroline là-dessus, oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Elle explique que les douleurs chroniques physiques qui affligent Dave Courage viennent compliquer le syndrome de stress post-traumatique, là. Donc, c'est Mhm. ça. Est-ce qu'il avait vécu, est-ce qu'il a eu aussi le syndrome du survivant? Tu sais, le fait de Euh, se sentir coupable. Est-ce qu'il te l'a ben, dit? il me l'a pas dit, mais Ouais, clairement, quand tu lis le livre, il présente les symptômes. Là, présentement, je ne suis pas attitré, oui, j'ai aucune formation en psychologie, oui, mais clairement, tu sais, moi, je regarde les symptômes, puis je regarde comment il en parlait à ce moment-là. ouais. C'est clair que c'est possible. Oui, c'est ça. Parce que nous autres, moi, j'avais reçu, en fin de compte, Joanne de Montigny, qui est une psychologue, en fin de compte, clinicienne, mais maintenant, elle n'appartient plus à l'Ordre des psychologues du Québec. Là, elle a pris sa retraite, mais elle écrit encore des livres, puis elle est encore active, etc. Puis elle avait, je me rappelle dans sa conférence, qu'elle avait dit en fin de compte, elle a parlé qu'elle a vécu elle a eu le crash, en fin de compte. Il y avait un écrasement d'avion dans la ville de Québec en 1979. Puis je me rappelle Ouais. qu'elle me l'avait dit qu'elle avait vécu le syndrome du survivant, en fin de compte, puis elle a vécu du stress post-traumatique aussi, là. Hmm. Ça reste avec la personne. Donc, on va passer, en fin de compte, euh, à une autre biographie que tu as écrite en tant que journaliste, Mémoire d'une mairesse, lac mégantic, 9 juillet 2013. Ouais. Et la C'est préface a la, été écrite par Pauline Marois, tout à fait. la première femme ex-première ministre du Québec. Ouais. C'est aux éditions de l'Homme. Ouais. Voilà. Donc, c'était Colette Roy-Laroche. Donc, elle était, en fin de compte, elle était mairesse au lac Mégantic, puis il y avait en fin de compte un événement, vraiment, il y avait un déraillement d'un train qui a fait 47 victimes. Il y a 47 Ouais. personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Et en fin de compte, en fin de compte, c'est elle qui était la mairesse, puis c'est elle qui pouvait prendre raconte-nous ce parcours-là en tant que journaliste pour Oui. ce livre-là que j'ai beaucoup aimé. Vas-y. Ben, c'est sûr que comme tout le monde, en 2013, quand est arrivé cet accident épouvantable, Oui, on était tous un peu abasourdis et choqués. Et arrive cette petite femme, elle est toute petite, c'est une grande femme, oui, mais physiquement, elle est toute petite. oui, Une ancienne institutrice à l'école, oui, dirigeante scolaire. Et elle se retrouve, bien malgré elle, au milieu en fait, la pire catastrophe ferroviaire à survenir au Canada de tous les temps. Et elle doit gérer une ville qui est en état d'alerte, les médias, elle fait tout ce qui se passe. Et c'est un peu comme ça qu'elle est devenue amie avec Madame Marois, parce que Madame Marois était première ministre du Québec à cette époque-là. Et elle est venue soutenir Madame Roy-Laroche. Et ça a beaucoup aidé. Alors, Madame oui, Roy-Laroche a fait preuve d'une résilience incroyable dans les circonstances. Et pendant tout, parce que ça a pris du temps. Moi, j'ai fait ce livre-là en 2018. La ville n'était pas encore toute reconstruite. Il y avait encore, puis je pense que c'est pas encore fini. Tout le centre-ville a été harnaché. On a tout jeté parce qu'il y a de la contamination.
et on a tout reconstruit. Tu sais, c'est plus la même ville, ce n'est plus le même âme. C'est une ville qui a perdu 47 de ses concitoyens et concitoyennes. Des gens, c'est un drame épouvantable. D'ailleurs, si tu as vu, il y a eu une série télévisée lors du 10e anniversaire l'année dernière qui s'appelle Mégantic, Oui, je pense que qui j'en ai est entendu parler. Oui, une série qui était arrachée les larmes. C'est sûr qu'il y a eu un peu de dramatisation, mais ça nous aidait à comprendre ce qu'a vécu la population là-bas. Et puis Madame Roy-Laroche a vécu ça, puis en même temps, ben, son conjoint, l'année d'après, est mort. Tu oui, sais, j'ai elle a lu ça. vécu des choses difficiles, puis elle a quitté la mairie, puis aussi elle a fait face. Tu sais, quand je te parlais de la désinformation, il y a certainement des choses qu'on peut dire sur la conduite des compagnies ferroviaires, et ça inclut non seulement la Montreal and Main Railway, là, ça inclut aussi Canadien Pacifique, Canadien National, ça inclut le gouvernement fédéral. Tu sais, il y a eu comme un relâchement de la, tu sais, de la surveillance, puis on s'en remettait aux compagnies, puis au fait qu'elles feraient les choses convenablement. De toute évidence, non. L'entretien des voies ferrées, c'est épouvantable. Alors, les gens de Lac-Mégantic ont payé pour une négligence et il n'y a pas eu grand dédommagement, il n'y a pas eu grand reconnaissance de la part des personnes qui auraient dû reconnaître leur tort. Ça n'a pas été fait. Euh, et donc, c'est sûr que ça, ça se retrouve dans le livre. Par moment, Mme Roy-Laroche a été, tu sais, les gens, quand ils cherchent des coupables, elle a été visée du doigt par certains groupes. Est-ce qu'elle a pris toutes les bonnes décisions? Probablement pas. C'est normal. Mais il faut avoir le droit à l'erreur, là, quand même. Oui, Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ce parcours de vie, parce que Mme Roy-Laroche est une héroïne, mais pas juste à cause de l'acte mégantique, ça l'a illustré. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans sa vie. oui, La population de toute la région lui doit beaucoup parce qu'elle a changé les choses. D'abord, en tant que femme, dans la direction d'un conseil scolaire, d'une commission scolaire, ça ne se voyait pas à l'époque. Et donc, oui, moi, j'ai trouvé d'écrire ce, ce, ce roman, pas ce roman, excuse-moi, je t'en dire roman, ce témoignage-là ou cette biographie, oui, on a besoin de choses bonnes à lire. Puis, tu sais, dans l'ensemble, l'œuvre de Madame Roy-Laroche, c'est une œuvre qui est bonne, ça fait du bien. Puis on a besoin de savoir ça. oui. Bien sûr. C'est sûr que tu as écrit d'autres biographies. Il y avait la biographie de Laurent McInchen, que tu avais, Oui, en fin de compte, interviewé en tant que journaliste avant sa mort. Je pense qu'il est oui, décédé du cancer, si je me trompe pas. C'est oui. ça? Il y avait un cancer du poumon, mais il a choisi l'aide médicale à mourir. Oui, Alors, moi, je l'ai su une semaine avant, je terminais mes dernières entrevues avec lui. oui. Et Et puis, je me rappelle, il me dit, est-ce que tu as encore besoin de moi parce que j'aimerais ça m'en aller? Puis, j'ai hésité un peu, puis là, je me dis, non, là, ça serait vraiment égoïste de ma part de lui demander de rester juste parce que je voulais pas qu'il parte. Ben oui, Là, je c'est dis, non, non. ça. C'est vraiment, c'était spécial de faire ça parce que Oui, ça m'a impliqué un peu personnellement à deux égards. D'abord, Laurent est une personne attachante. oui, C'est une personne qui a fait de grandes choses pour les communautés de LGBTQIA+. oui, Euh, et ça m'a aussi impliqué parce que moi, personnellement, je suis une personne queer. Alors, c'est sûr que tu sais, j'étais impliqué personnellement dans ce livre-là à deux égards. oui, Euh, Cela dit, raconter à travers ce militant, c'était l'histoire de la libération LGBT oui. des années 70 à 2010 à peu près, là, son implication dans les communautés. Et ça aussi, je trouvais que c'était important. Il y avait un devoir de mémoire. Je vais dire que je suis très déçu. Le livre ne s'est pas bien vendu. Les éditions Non! de l'Homme l'ont fait parce qu'ils croyaient que c'était un livre important à publier. Oui, Mais c'était publié en pleine pandémie, puis oui, ça a eu de la c'est ça. difficulté. Je crois qu'on est rendu à 1 millier d'exemplaires de vendus, mais ça a pris tout ce temps-là. Moi, je comprends. Mais il est encore disponible, n'est-ce pas? Oui, toujours disponible, oui. Est-ce que tous tes livres sont encore disponibles? Oui. Ben, en fait, oui et non. Quand on veut mes premiers romans, il faut les commander en librairie. Puis là, je sais que mon premier roman n'a pas été réimprimé encore. C'est lequel, le Euh, premier roman? et le premier roman de la série, là, c'est Rue Sainte-Catherine-Est, métro Oui, ça, je Beaubien. l'ai. Je l'ai. Ouais. Ouais, je l'ai, on va en J'ai- reparler. Oui, Oui, j'en ai quelques exemplaires chez moi, mais oui, j'ai dû payer à fort coût. Je les ai achetés en Europe où il y avait des copies qui restaient là-bas. J'en ai oui. acheté, là, mais ça coûtait cher. Fait que je dis aux gens, si vous en voulez, vous allez devoir payer, par exemple. C'est beaucoup plus cher maintenant que c'était avant. Mais c'est Donc, ça.
Ouais, mais c'est ça, Laurent McCutcheon, c'est lui qui c'était la ligne d'écoute, hein, c'est ça? Oui, Oui, c'était Gay Écoute à l'époque, écoute, c'est qui, ça. ouais, qui est Qui est devenu devenu Interligne. Interligne, qui est devenu Ouais. Interligne. Donc, c'était le pionnier, c'est un grand militant qui s'est battu pour les droits, en fin de compte, pour la communauté LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, queer, etc., là, puis Ouais. trans, et ainsi de suite, là, puis ça, on le sait, parce que moi j'avais suivi les formations avec, quand le DSM-5, avant qu'il sorte le DSM-5, le Ouais. manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, avant qu'il sorte en 2013, la version anglaise puis la version française 2015. Moi, j'avais pris les formations, puis il disait, c'était bien de savoir ces choses-là, c'est qu'il disait que c'est sûr que l'homosexualité était considérée comme un trouble mental dans le DSM-1. Donc, Oui. ils l'ont enlevé en 1969 ou 70, quelque chose du genre. Ah Et non, non, moi, c'était plus tard que ça, beaucoup ah plus tard ouais? que ça, les années 90. Je pense que c'est en Oui, c'est vrai, 95. c'est vrai, c'est vrai. C'était dans les années Ouais. 90. Mais il était dans les années 70, c'était considéré comme un trouble mental dans le Ouais. DSM-1, je pense. Mais c'est Ouais. dans le DSM-1, dans le DSM-1. Puis là, je sais c'est quoi la raison. Parce ils avaient dit, les psychiatres qui étaient là aux formations, il y avait un psychiatre qui avait dit, c'est que quand ils ont fait la version 2, le DSM-2, là, manuel diagnostique Ouais. des troubles mentaux, c'est qu'il y avait des psychiatres qui étaient eux-mêmes homosexuels à American Psychiatrist Association et qui ont dit on ne veut pas que ça soit considéré comme un trouble mental. Et c'est excellent ce qu'ils ont fait comme beau travail, que ce n'est plus considéré comme trouble mental. La seule chose qui est restée, c'est dysphorie du genre. Ça veut dire que tu te sens pas en concordance avec ton sexe physique parce que tu te sens psychiquement comme l'autre sexe. Ça, c'est par rapport aux trans. Mais par rapport Ouais. aux homosexuels et aux lesbiennes, ils l'ont enlevé. Et puis on sait que 10% de la population québécoise, comme 10% de la population européenne, etc., est homosexuelle. Ça veut dire gay et lesbienne. Donc, on Oui. s'en Alors, va dans... Oui, vas-y. oui, en fait, la date exacte, c'est le 17 mai 1990 que Oui, l'Organisation mondiale de la santé retire oui, l'homosexualité de la liste de sa liste de maladies mentales. oui. Alors, c'est pour ça qu'on célèbre le 17 mai, le jour contre l'homophobie et la Oui, transphobie. c'est Et vrai. moi, j'ai dit aux gens, je dis souvent aux gens que moi, j'ai été malade mental pendant les 29 premières années de ma vie. Non, dis pas ça aux gens. Ben Non. oui, c'est parce que d'après le DSM, j'étais, parce que je Ouais, suis homosexuel, oui. donc j'étais une personne malade mentale. Alors, je dis aux gens, je Mais, dis, si vous saviez, ma maladie mentale est beaucoup plus profonde que ça, mais ça, c'est autre chose. Puis je ne fais pas de blagues hein, sur la maladie mentale ou la non, santé c'est sûr. mentale. Je dis, oui, on en fait parce qu'à un moment donné, il faut aussi démystifier tout ça. Mais on a tous, tout un chacun, tout le monde dans notre vie, des périodes où notre santé mentale est moins bonne, un peu comme Oui, notre santé physique. oui, oui. Mais de là à... Et puis moi, tu parlais de la dysphorie de genre, je vais juste faire un petit aparté Oui, là-dessus. vas-y. Comme l'homosexualité, c'est pas une maladie mentale, mais d'être homosexuel, il y avait tellement de répression et d'oppression dans Oui, la société qu'on en finissait par devenir malade, mais c'est pas l'homosexualité, c'était l'homophobie. oui, Et dans la dysphorie de genre, oui, la dysphorie de genre, c'est parce que c'est pas une maladie mentale qui est causée par le fait qu'on s'identifie plus ou moins bien dans le corps dans lequel on est oui, né ou genre assigné à la naissance, c'est que les pressions sociales font qu'on se oui, sent pas bien dans sa peau. Fait exactement. que c'est les pressions sociales, moi, je considère que c'est des maladies mentales qu'il faut traiter. Oui, oui, je comprends. C'est parce que malheureusement, il y aura toujours de l'homophobie, de la biphobie, de la transphobie. Ça restera toujours. On dit qu'on est dans une société québécoise qui est ouverte. Mais les Ouais, préjugés, ça veut dire, ça c'est l'aspect affectif, ça veut dire l'aspect émotif, préjugé avant de connaître, on juge la personne. Puis habituellement, les préjugés sont négatifs. C'est sûr qu'il peut y avoir ouais, des préjugés positifs, là. Mais c'est sûr que ça restera toujours. Puis oui, la journée contre l'homophobie, puis la transphobie le 17 mai, en fin de compte, tu as, en fin de compte, on va en parler de ton émission des radios après avoir parcouru les 5 livres que j'ai. Donc, on s'en va, en fin de compte, dans Escale parisienne, qui ouais, a été écrite à Ada Group, qui est une très belle émission, très belle édition, maison d'édition comme les autres. Donc voilà, Escale parisienne. Et la préface ouais, a été écrite par Michel Doré, qui est un ouais, sociologue
de la sexualité. Et en fin de compte, j'ai invité Michel Doré à l'émission Témoignage de vie, puis il avait accepté. Donc, l'entrevue va avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, c'est un grand honneur. Wow. J'ai beaucoup de ses livres. Là, il est en train d'écrire son 30e livre. Wow. Oui, Donc, lui, il est prolifique, hein, puis et il n'est pas jeune, jeune, là. ouais, ouais, c'est ça. Puis il est retraité de l'enseignement universitaire et son dernier livre, c'est La masculinité anti-toxique. Donc Oui. ça pogne, ça. On parle toujours de masculinité toxique, mais on va parler, en fin de compte, de ton. En fin de compte, c'est un livre d'auto-fiction. Oui. Donc, il y a des choses qui colle à ta peau, ça veut dire que c'est toi qui es là-dedans. C'est toi qui es remanié, en fin de compte. C'est pas tout à fait toi. Il faut le dire que ce n'est pas une Oui. autobiographie. C'est des Non. choses qui t'ont arrivé, mais tu as remanié, puis c'est pas tout à fait à 100% ce qui t'est arrivé. Donc, en fin de compte, c'est une histoire d'un auteur québécois qu'il s'en va, en fin de compte, à Paris, je pense que c'était dans un salon du livre, si je me trompe pas. Dans une rencontre littéraire à une Dans- librairie. Puis je pense que je oui, l'identifie dans le livre Les mots à la bouche parce que là, il n'y a pas beaucoup de librairies connues queer à oui, Paris, c'est aussi bien de le dire, là. Oui. oui, oui. Vas-y, dans les librairies, là, c'est dans une librairie parisienne. Et Oui. en fin de compte, il rencontre un homme parce que les deux sont homosexuels. Et en fin de compte, cet homme lui raconte que il était l'amant, en fin de compte, de l'ex-conjoint de cet homme-là qui était en librairie là, parisienne qu'il avait rencontré. Donc, Alors, oui, tout oui, ça, c'est vas-y. vrai en passant. Oui, Oui, là, ça, c'est vrai, ça. quand je dis aux gens, il y a des choses vraies, c'est sûr que j'ai changé les noms. Oui, L'autofiction, tu sais, je m'inspire de ma vie, je me suis inspiré de ma vie pour écrire une histoire qui était importante pour moi. Je parle de la masculinité toxique, violente même. oui, En fait, toute mon œuvre littéraire au niveau du roman, au niveau de ce que j'écris, au niveau littéraire, là, non OK, pas du niveau biographie, tourne toujours autour de cette thématique, la quête de ce que c'est d'être un homme, la quête de qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est, tu sais, comment je pourrais dire, oui, c'est quoi d'être un homme? Est-ce qu'un homme a le droit d'être efféminé? C'est quoi d'être efféminé? Est-ce que oui, c'est, tu sais, j'ai beaucoup de questions que je me pose. C'est là-dessus, c'est une quête qui est innée en moi. oui, Tu sais, maintenant, quand je dis aux gens que c'est de l'autofiction, c'est parce que c'est des questions que moi, je me pose. J'écris pour poser des questions. Est-ce que je trouve les réponses? Oh boy, pas tout le temps, en fait, presque jamais. oui, Mais ce livre est inspiré de... J'ai vécu de la violence dans une relation de couple. C'était pas le but de ce roman au départ, c'est arrivé comme ça en l'écrivant. oui, Et là, j'ai laissé aller le flot de l'écriture et ça raconte l'histoire d'un auteur québécois qui sort d'une relation où c'était très violent. Il a vécu, je raconte l'épisode de violence, oui, qui est à peu près dans ce que j'ai vécu, à quelques exceptions. C'est sûr que j'ai ajouté des choses parce que c'était plus intéressant au niveau dramaturgique. Et oui, d'ailleurs, l'autofiction, c'est ça. Tu prends ta vie, tu la réécris selon, tu t'améliores certaines choses, tu empires certaines autres, pour en faire un tout qui est une bonne histoire à lire. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Cette personne-là, donc, rencontre à Paris Christophe, c'est pas le vrai nom, mais je le trouve très beau, puis il se dit, ben là, ce serait peut-être le temps que je m'amuse. L'invite à prendre un pot. Les deux commencent à jaser. Ils parlent de leur conjoint ou ex-conjoint dans le cas de mon personnage central. D'ailleurs, il n'y a pas de nom, je ne l'ai jamais nommé dans le livre. Et là, dans la discussion, Christophe lui dit, ben moi, j'ai un copain que je fréquente. Il est aussi agent de bord dans une compagnie aérienne. Pour se rendre compte, quand ils partagent les photos sur leur téléphone, oui, que c'est la même personne. oui, Et que donc, ce personnage-là qui s'appelle André en fait en anglais, André a une relation avec Christophe en même temps qu'il est marié à le personnage central. oui, Et il est d'une jalousie épouvantable. Ça, je pense que pour le psychologue, le formateur en psychologie que tu es, tu vas oui, comprendre. oui, Il a une jalousie épouvantable.
il est contrôlant envers Ouais, le personnage central. Puis ouais, là, on comprend souvent que les personnes qui sont contrôlantes comme ça, c'est parce elles mènent une vie qui est peut-être pas exemplaire, là. Fait que ouais. c'est une façon de cacher ces travers-là. Ouais, c'est sûr que le psychopédagogue en moi, comme j'avais dit dans les autres émissions des radios, parce que j'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec, je suis pas psychologue clinicien, mais le psychopédagogue en moi commente aussi. Donc, c'était en fin de compte, c'était une relation en fin de compte qui était une relation toxique. Ça, tu le dis Oui, dans ton livre aussi, où il y avait de oui. la violence verbale, psychologique, physique. Il y avait aussi de la dépendance affective parce que le Oui. personnage principal est resté dans cette relation-là, en fin de compte, qui ne lui convenait pas. Mais en fin de Non. compte, c'est dans le livre, je ne me rappelle pas, mais c'est qui avait mis fin à la relation? C'est-tu le... Ben, c'est le coup de poing au visage qui a mis fin Ouais, à la relation. oui, c'est Quand ça. André a frappé, là, il est parti. Oui, Et c'est là qu'il s'est rendu compte, mon Dieu, il faut que je sorte de là. Moi, je t'avoue que quand j'ai vécu ça, oui, euh, puis, tu sais, des fois, là, quand les gens disent, mais t'aurais dû quitter la relation, t'aurais non, dû faire ci, on comprend pas. non, Quand tu es amoureux, tu dis, ça va mieux aller, tu te rends pas compte dans... Puis, tu sais, la violence, ça vient pas tout d'un coup, hein. ouais, C'est très graduel. Et j'avoue que même moi, j'y ai contribué parce que des fois, je faisais des choses juste pour le faire fâcher. Je me dis, ben, si t'es pour me faire chier, je vais faire la même chose avec toi. Mais bon, ça a monté jusqu'au jour où, puis il y a eu quelques autres événements violents, mais je ne sais pas, ça ne m'a pas réveillé. Mais le jour où j'ai reçu un coup de poing après un visage, et je me rappelle, j'étais parti à l'hôtel, et quand j'ai vu mon visage tuméfié par la suite, je dis, mais là, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas rester non, comme c'est ça, faut que sûr. j'arrête cette relation-là. Ouais, Mais, puis tu sais, je ne suis pas un imbécile, là. Je dis aux gens, j'ai un bon QI, là, mais ouais, c'est sûr. la dépendance affective vient d'un manque Mm. d'estime de soi. Oui, Christophe André en parle beaucoup dans ses livres. oui, Alors, moi, j'ai vécu ça. Puis, tu sais, on pourrait en parler en long et en large, mais oui, j'ai beau avoir été quelqu'un qui a fait de la télévision, qui a voyagé dans le monde, qui semblait avoir la vie parfaite, qui avec toute la confiance en soi qui vient avec ça. Or, dans ma vie de tous les jours, ce n'était pas la même chose. mm, Je vivais, je vivais le syndrome de l'imposteur, je me sentais tellement pas à la hauteur, tellement pas ce qu'il faut. Je me trouvais pas beau, pas attirant, pas intéressant. Et puis j'ai consommé, moi, un peu pour ça. Je consommais de la cocaïne à l'époque. Ça me oui. permettait d'entrer dans les bars puis de rencontrer des gens. Alors, tu sais, je pense que ce livre-là va beaucoup plus loin, tu sais, que, oui, une histoire de violence. C'est aussi tout ce qu'il y a autour de ça que Ouais, je trouvais important à faire ressortir. ouais, c'est ça. Donc, toi, je te cite à la page 62, tu dis, tu m'as frappé, tu entends, tu m'as frappé, on ne frappe pas celui qu'on aime. Ça, c'est vrai parce que Ouais. c'est pas ça de l'amour. Moi, je me rappelle avec les formations, puis avoir jasé avec des psychologues, puis des spécialistes qui disaient que euh, la violence conjugale entre un homme et une femme, chez les statistiques puis les études là-dessus, les recherches disent que une femme victime de violence conjugale va rester dans une relation violente où il y a de la violence conjugale, ça veut dire de la violence physique. Hein, on parle de la violence physique, environ 12 ans. Ça prend 12 ans pour quitter pour de bon, puis ce sont des allers-retours pendant 12 fois. C'est 12 fois. C'est un départ progressif, là. Ça veut dire Ouais. elles reviennent parce qu'elles ont peur pour la sécurité financière, la sécurité émotive, etc., parce qu'il y a des menaces de mort parfois, etc. Mais est-ce que tu as lu des études? Je ne sais pas si... Je ne vais pas te mettre trop dans le spot, là, si c'est non, c'est non. Mais est-ce que tu as lu des études par rapport au ARCHA qu'on appelle les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes? C'est combien d'années la durée? Est-ce que tu sais? Je sais, je me rappelle pas d'avoir vu des statistiques là-dessus. Ouais, Il faut dire que la violence, il y a des études qui se font. À ouais, l'époque que j'avais contacté, là, je vais citer un nom, j'espère que je ne me trompe pas, mais Valérie Roy de l'Université Laval à Québec, qui fait un grand travail ouais. avec, entre autres aussi Michel Doré. Oui. Il n'y a pas tant de documentation on n'a pas beaucoup documenté cette violence-là, plus maintenant. Ah, ok. Mais je t'avoue qu'au moment d'écrire le livre, non, je ne savais pas ça. Je me suis fié un peu à ce que les études qui existaient sur les relations de couple d'hommes disaient.
et aussi ce qu'on disait sur la violence conjugale en général. Oui, Et c'est vrai qu'il y a des allers-retours. Moi, j'ai été avec cette personne-là, je ne la nommerai pas, oui, pendant 9 ans. oui, Et la violence physique est arrivée à la fin, mais il y avait toutes les autres violences qui étaient là. exactement. Puis, Exactement. ouais, puis tu sais, les crises de jalousie, là, c'était Ouais, incroyable. ouais, Puis, si bien que je me croyais que j'étais, ben, c'est vrai que je suis peut-être pas une bonne personne, mais je faisais rien de mal, là. Tu ouais. sais, moi, je me rappelle qu'il m'accusait. Il dit, ben là, t'es parti en tournage en Afrique. J'imagine que ça doit être le fun avec ton caméraman. Mais oui, mais mon caméraman, il était hétérosexuel. Puis même s'il était gay, tu sais, ça veut pas dire que je vais baiser avec tout le monde avec qui que je Non. rencontre, mais tu sais, et quand j'ai quitté cette relation-là, le fardeau que j'avais sur les épaules est tombé et ce qu'on appelle la charge mentale maintenant, Oui, et à un point où j'ai dû me faire suivre parce que ouais. tu sais, quand tu n'as pas cette charge-là, ton cerveau fonctionne, puis il en réfléchit un coup, là, puis tu te remets en question. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est parce que c'est de l'escalade de la violence, en fin de compte. Donc, ça commence par de la possessivité, de la jalousie. En fin de compte, il commence à lancer des choses, il commence à insulter, la violence verbale, psychologique, puis en fin de compte, ça s'en va de l'escalade de la violence là, jusqu'au coup, en fin de compte, la violence physique. Puis en fin de compte, en parlant de dépendance affective, c'est un mal de vivre, c'est le fait d'être en amour avec l'amour, comme j'avais écrit dans mon livre. Puis en fin de compte, c'est les gens qui sont aussi dépendants affectifs vont Oui, accepter cette c'est ça. violence-là. Oui, Oui, mon chien qui jappe, ça ne sera pas bien là. Voilà. Parce ok, qu'il y a quelqu'un parfait. qui. Ouais. Ok, parfait. Et Oui. juste pour terminer, pour la dépendance affective, pour ceux qui ne le savent pas, le concept, la notion de dépendance affective est apparue dans le livre de Norwood. Robin Norwood, c'est Femmes qui aiment trop. Hein? Mhm. C'est écrit, c'est un livre de psychopop, de psychologie populaire, mais que les psychologues aussi aiment. Moi, j'aime bien ce livre-là parce que ça parle des femmes qui restent dans une relation violente qui ne leur convient pas, des hommes qui les maltraitent, qui, en fin de compte, qui ne les aiment pas en retour, qui, en fin de compte, sont infidèles, qui ne sont pas disponibles, comme par exemple être en relation de couple avec un homme marié. Et moi, pour finir avec la violence pour la communauté, dans les relations homme-homme ou etc., ou femme-femme, c'est que j'ai lu des articles qui disaient que quand les femmes lesbiennes, en fin de compte, ils vivent deux fois, non, les bisexuels ont plus tendance à vivre, même vivre deux fois plus de violence physique que dans les couples hétérosexuels. Et chez les lesbiennes, c'est même rendu trois fois plus, là, selon les études, là, la violence. Là. Donc, parfois, c'est des études qui sont quand même inquiétantes. Là. Oui, oui, oui. Il y a toute une réflexion à faire sur notre société en général et en particulier dans le cadre de cette violence-là, oui. Ouais. Donc, on va aller dans les deux romans que j'avais achetés dans le temps, mais c'est des gros, gros romans, là. Le 400 premier, pages. Oui, Rue Sainte-Catherine-Est, Métro Baudry, Denis Martin Chabot, roman édition La Semaine. OK? oui, Puis en fin de compte, quand c'est écrit Métro Baudry, ben en fin de compte, on a les couleurs de l'arc-en-ciel gay, en fin de compte. oui, Donc voilà, voilà pour un de tes romans. Donc ça, oui, c'est un gros roman qui est quand même de plus que 345 pages, là. oui, oui. Donc là, Ben, oui, vas-y. en fait, ça, c'est un de mes premiers projets littéraires, d'abord publié sous 4 tomes dans de diverses maisons d'édition qui n'ont pas Oui, très bien fonctionné. Finalement, la semaine a repris tout ça, mais on l'a fait en 2 tomes. oui, J'ai entrepris la rédaction de ça autour de 2003. oui, Euh, j'ai toujours, je me disais, ben, je lisais des romans, je lisais des livres, à part peut-être un peu Michel Tremblay qui a parlé d'homosexualité dans son œuvre, il fallait lire des romans ou des histoires européennes ou des histoires américaines traduites en français. Et là, je me suis dit, je vais écrire le livre que j'aimerais lire. oui, Et c'est un peu ça, exactement. où mes personnages sont des personnages gays, lesbiennes. Et oui, ce premier roman est assez dur parce que c'est un roman qui se situe au début, donc, de la libération queer, la libération homosexuelle. Peu après, là, donc, la déclaration de Trudeau que l'État n'a pas sa place dans la chambre à coucher des citoyens. Oui, je me rappelle, oui.
Et aussi, au moment où le gouvernement du Québec avait dit on a assez de la discrimination, on interdit, ça c'était en 60, attends un petit peu, c'était en 76, 77, peu avant c'est quelque part avant les Jeux ou après les Jeux olympiques. Et donc, les choses ont commencé à changer, mais pas les mentalités, pas tant que ça. Donc, Mhm, c'est un livre qui parle beaucoup de cette homophobie intériorisée qu'on vit tous et toutes, mhm. euh, parce qu'on vit dans un monde euh, hétéro-cis-normatif, Oui, c'est-à-dire un monde où la représentation de qui on est n'est pas présente tant que ça dans les médias, dans la vie de tous les jours. Et les gens n'ont pas d'exemple de c'est quoi d'être qui on est. Et ça perpétue donc ce sentiment, ben, je suis trop différent, ça ne marche pas. Donc, tu sais, là, je simplifie un peu l'homophobie intériorisée, mais c'est un peu ça. Et donc, ce livre, c'est la première fois où je m'attaque à. Celui-là est beaucoup dans le contexte d'une homosexualité homme. Et c'est un livre qui s'attaque donc beaucoup à tous ces concepts. Tu sais, c'est quoi être un homme dans une relation sexuelle homosexuelle, d'être la personne active ou passive, fait-elle de toi plus ou moins un homme? oui, Et je t'avoue là, que dans le monde, c'est assez inquiétant ce qu'on pense de tout ça. oui. Euh, euh, c'est, euh, et de vivre et de se sentir moins. Et moi, je vais te dire que ça me représente beaucoup. Ça a beaucoup nui à mon bien-être de penser que de par mon orientation sexuelle, je me sentais moins bon ou moins important que les autres. Ah oui, Que oui, tu sais, là, je mets des mots là-dessus. C'était pas comme ça dans le temps. Je le voyais ouais, pas comme ça, mais tu sais, j'acceptais le fait que je devais travailler 2 fois plus fort que tout le monde pour mm, obtenir une promotion, ouais, parce que c'était clair que je partais avec beaucoup de retard par rapport aux personnes hétéros dans tout ce que je ouais, faisais. Et aussi, tu sais, le monde gay, malheureusement, reproduisait et reproduit encore beaucoup de stéréotypes de la population générale. Alors, pour être beau, il faut être jeune, il faut avoir un corps parfait, il faut avoir du poil ou pas de poil, ça dépend. Il faut être très musclé, des dents parfaitement blanches. Et oui, moindrement que tu déroges à ce que les pages de magazines t'envoient en pleine face tous les jours, oui, tu n'es pas une personne intéressante. oui, Et bon, moi, je le dis aux gens, quand je suis venu au monde, j'avais les dents toutes croches. ouais, Adolescent, je portais des lunettes déjà. J'avais les cheveux gras parce que c'était comme ça quand on est ado. J'avais plein d'acné. J'étais maigre comme un clou. Alors, je n'étais pas la personne la plus populaire. J'étais surtout la personne sur laquelle on tapait. ouais. Je Euh, comprends. tu Donc, tu avais vécu de l'intimidation aussi à l'école Oui, oui. secondaire? J'en parle un peu dans Oui, tu en Escale parles. parisienne. C'est ça, oui, Oui, je l'ai lu. Je me rappelle, je l'avais oui. lu. Oui, c'est ça. Mais j'en parlerai plus en détail dans mon prochain roman. Oui, Alors, mais moi, je ne veux pas me dépeindre en victime là-dedans, mais je dis oui, voici la réalité dans laquelle j'ai vécu et qui fait que, tu sais, à 63 ans bientôt, oui, j'ai encore, parfois, tu sais, j'ai encore ce réflexe de dire, ben, tu sais, ah, tel gars va me rejeter, mais c'est normal, tu sais, regarde-toi la lutte. Il faut toujours que je me rappelle à l'ordre que non, 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 c'est pas de même que ça fonctionne. Tu peux pas tu sais, t'estimer ou te sous-estimer par rapport au regard d'un autre. oui, c'est ça. Donc, moi, en fin de compte, euh, étant donné que moi, j'avais été enseignant au cégep, j'avais enseigné dans 4 cégeps, et je me rappelle ce que j'avais fait dans le cours de psychologie de la sexualité, dans un des cégeps où j'enseignais, j'avais montré aux étudiants, en fin de compte, la poupée Billy. En fin de compte, parce qu'on a Ah la poupée, oui, parce qu'on a la poupée Barbie, on a la poupée Ken. Pour ceux qui ne le savent pas, on a la poupée Billy. Donc, en fin de compte, c'est les stéréotypes du big boy, en fin de compte, avec des muscles, etc. Puis tout, avec tout ce qui est le corps qui est là. J'invite les gens à aller voir ça. Ils seront surpris, en fin de compte, du stéréotype de l'homme gay, en fin de compte, musclé, etc. Là, viril, ainsi de suite. Là. Donc, ça, c'est la poupée Billy. Puis moi, juste pour terminer, pour les orientations sexuelles et les identités de genre, étant donné que Michel Doré, on va l'avoir comme invité, c'est lui qui avait validé les 13 pages sur les orientations et les identités de genre dans mon livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Donc lui, il avait dit que pour les orientations sexuelles et les identités de genre, il faut que ça vibre au niveau de la tête, du cœur et ou du corps.
en fin de compte. On Ouais, en reparlera avec ouais. Michel Doré. Donc, on va y aller peut-être 2, 3 minutes parce que j'aimerais ça parler de tes projets, mais j'aimerais aussi mentionner le livre, le roman que j'ai ici il y a longtemps que je t'aime, Je ne t'oublierai jamais, qui est en fin de compte la suite de Ouais. l'autre livre. La- Et en fin ouais. de compte, ce livre-là par plus de l'épidémie. C'était en fin de compte une pandémie. Je pense que c'est devenu une La épidémie. première pandémie mondiale, c'est la pandémie du sida, avant bien la COVID, oui. Exactement. Mm. C'est en fin de compte le VIH qui peut aller jusqu'au sida, en fin de compte. Il y a plusieurs étapes, là. Donc ça, ce Ouais. livre-là, est-ce que c'était difficile d'écrire ce livre-là? C'est parce qu'il est quand même long, là. Il est comme de Ouais. 400, presque 400 pages, presque, là. Je pense qu'il est Ouais. 400 Ouais. pages, ouais. Vas-y. Ouais. Ben, en Oui, fait, 400. ces quatre romans qui ont été mis en deux, ça paraît pas parce que moi, je sais où j'ai fusionné les livres, Oui, mais les gens ne vont pas le voir. Euh, alors, le premier roman, c'est juste avant et l'arrivée du sida comme pandémie oui, et la réponse mondiale qui a été absolument épouvantable parce que si on avait fait les choses un peu mieux, on n'aurait peut-être pas cette pandémie qui continue maintenant depuis tout ce oui, temps-là. Si on avait fait une réaction mondiale aussi bonne qu'on a eu pour la COVID, ça aurait été le fun. Mais bon, ça aussi, ça démontre qu'il y a de l'homophobie systémique dans notre monde et oui, ça en est la preuve. Mais donc, c'est beaucoup de travail parce que c'est deux livres qui sont écrits sous forme de chroniques. oui, Ça raconte la vie de plusieurs personnages. J'ai dû me documenter parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Moi, j'ai des personnages lesbiennes. Je voulais les représenter convenablement. oui, J'avais même l'idée que, ah non, je ne rentrais pas dans le cliché de la lesbienne garçonne. Et je me suis fait rappeler à l'ordre par plusieurs des femmes que j'ai interviewées, mais elle a le droit d'exister, cette lesbienne-là. Et d'ailleurs, elle existe. De oui, la même façon que le jeune gay efféminé, ou même pas jeune gay, le gay efféminé, oui, ça existe. Et pourquoi c'est un problème? Ça ne devrait pas l'être. Alors, j'ai beaucoup fait de recherches, ça très, très fort. oui, Puis au-delà de tout ça, c'est aussi le style. Parce que on a beau avoir une histoire intéressante à raconter, si on la raconte mal, oui. ça ne va pas faire lire le livre beaucoup. Alors, il faut travailler beaucoup sa façon d'écrire ces livres-là, ouais. Oui, bien sûr. Donc, il reste environ 5 minutes, puis j'aimerais ça, en fin de compte, te parler de tes futurs projets, de ce que tu fais présentement. Donc, en fin de compte, tu es animateur des radios à Canal M, l'heure où l'arc-en-ciel se lève depuis presque 2 ans. Ouais. Comment tu aimes cette émission de radio? Parce que tu as quand même des gens, que j'ai vu ça sur Facebook et sur LinkedIn, tu as quand même eu beaucoup de monde comme euh, vraiment des gens qui sont vraiment dans la communauté LGBT, qui ont une très bonne réputation. Tu as beaucoup d'invités, vraiment, des chroniqueurs. Donc, ça, c'est comment ça se passe, ton émission de radio, puis l'écriture de ton prochain livre. Ça Ah portera oui, sur quoi? Vas-y. oui, j'ai beaucoup de projets. Bon, Oui, l'émission vas-y. va très bien. C'est la première émission pan-canadienne en français Oui, qui traite des enjeux et des actualités queer. Puis ça fonctionne bien. Canal M a une bonne réputation. Les gens n'hésitent pas trop à venir donner des entrevues. oui, J'aime ça. J'applique la même rigueur journalistique que oui, j'appliquais avant à cette émission-là. oui, Il y aura une balado qui s'en vient. Je ne peux pas trop en parler, plus que c'est des entrevues de fond. Il y en aura 8 en 2025, 2024-2025 oui, qui seront diffusées probablement sur audio, entre autres. oui. Et j'ai une émission de télé qui s'en vient, dont je ne peux pas trop parler non plus parce que c'est encore en cogitation, mais les contrats vont signer, tout ça, c'est accepté. Ah, ben c'est Le, génial. ouais, ça va, probablement que ça va être en janvier qu'on va voir les premiers épisodes. Au-delà de ça, oui, j'ai un recueil de nouvelles qui s'en vient, qui s'appelle Vintage, friperie de souvenirs. Grosso modo, c'est un type qui fait le ménage dans son placard, puis à travers ses souvenirs, raconte des choses d'un passé pas si lointain et des histoires qui sont comme des petites nouvelles là-dedans. Et c'est très intéressant, beaucoup de remises en question du patriarcat de notre société, beaucoup de remises en question de cette façon de voir les choses, de la masculinité toxique. Oui, Euh, Tu sais, on parle de violence, de consentement, on parle de l'image, on parle de religion. Donc,
Ça devait sortir ce printemps, mais j'ai manqué de temps pour les révisions, donc je pense qu'on va le voir plutôt à l'automne. Et Ouais. j'ai un autre roman qui s'en vient, qui, pour le moment, son titre de travail, c'était juste trop beau pour être vrai, mais je suis quand même tombé dans le panneau. Et ça raconte une histoire de relation de dépendance affective Et- à travers plusieurs narrateurs. Bon, le chien va se remettre à japper, à travers de plusieurs narrateurs et narratrices. Et c'est ça. Donc, ça, ce sont les deux grands projets. J'ai d'autres biographies qui s'en viennent aussi, Oui. mais c'est là. Tu es vraiment un écrivain puis un auteur vraiment prolifique en fin de compte. Je te félicite pour toutes tes biographies, tous tes Merci. romans, pour tes livres. Vraiment, vraiment, je suis un lecteur de tes livres, vraiment, que j'ai beaucoup aimé tes livres. J'aime beaucoup tes livres, puis j'ai hâte de lire tes autres livres aussi, d'en entendre parler. Tu es toujours dans plusieurs projets. C'est vraiment génial de voir que tu as cette passion-là en tant que journaliste, en tant qu'animateur de télévision, de radio. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais dire aujourd'hui aux auditeurs, puis aux auditrices, puis ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube avec tout ton parcours, ton histoire de vie, en fin de compte, de professionnel et personnel? Est-ce que tu as un message à communiquer à ceux qui nous Ouais. écoutent? Ouais, je pense que je vais dire aux gens, découragez-vous pas. Il y a des moments où ça va pas bien, Ouais, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est un cliché, mais c'est vrai. Puis c'est pas un train qui s'en vient vers vous autres, là. La vie ne peut pas constamment être mauvaise. Parfois, il faut précipiter les occasions, il faut les forcer un peu, oui. mais ne vous découragez pas. Et l'autre message, puis on l'a mentionné plus tôt, mais je vais le redire maintenant. Vas-y. Si vous êtes dans une relation Oui. amoureuse et que la personne vous frappe, cette personne-là ne vous aime pas. Exactement. On ne frappe pas une personne qu'on aime et il faut sortir de cette relation par tous les moyens possibles, chercher de l'aide. Je sais que c'est pas facile, ça m'a pris du temps, moi aussi, à Oui, sortir de la mienne, mais il faut l'entendre et se le faire répéter, ce message-là, d'une façon bienveillante. Sortez de là, cherchez de l'aide, vous en avez oui, besoin. Et cette personne-là ne vous aime pas. La oui. personne qui te frappe ne t'aime pas. Exactement. On ne frappe jamais une personne qu'on aime. C'est non. Mhm. On n'accepte pas de la violence. Donc, on va terminer l'entrevue. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai beaucoup aimé cette entrevue. Je t'en remercie infiniment, Denis Martin Chabot, Et c'est d'avoir moi qui te accepté. remercie. Ça fait vraiment plaisir. C'était un honneur, un grand privilège de t'avoir reçu comme invité à l'émission Témoignages de vie. Donc, tout le monde, on termine cette émission Témoignages de vie avec Denis Martin Chabot. Je vous dis qu'il y a des jours de pluie et des jours de soleil, comme Denis Martin Chabot le dit. Il ne faut pas se décourager. Le soleil va se lever, l'arc-en-ciel se lève aussi, comme tu dis le titre de ton émission de radio à Canal M, la radio de vue et voix. Donc, portez-vous bien, soyez bienveillants envers vous autres et envers les autres. Au revoir tout le monde. Bye.